Alexandre Pounin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci d'être mes invités du 1er janvier Oui. 2017 pour mon année 2016. On va parler un peu du passé. Alors, première question, comment s'est passé un peu cette année 2016 pour Pavès Doucet? 2016 est une année perdue pour Maurice, pour les Mauriciens. Pas seulement 2016, 2015 aussi. C'est une année perdue. Restons un peu dans 2016. Oui, non, si on regarde la problématique fin 2014, les préoccupations des Mauriciennes et des Mauriciens, ce sont les mêmes encore aujourd'hui. L'eau ne coule pas. Voilà. Je peux confirmer chez moi, oui. Voilà, c'est le cas pour lui. Mon chauffeur me l'avait dit encore l'autre jour, chez lui, ça ne coulait pas. Partout, voilà. La criminalité est galopante. Non, je parle pour vous, avant de rentrer un peu dans les rhétoriques politico-politiciennes. Comment ça s'est passé pour vous, j'ai pas de vie personnelle, moi. Ma vie, c'est Maurice. Ma vie, c'est Maurice. C'est rare un politicien qui me dit j'ai pas de vie personnelle. Mon âme, c'est Maurice. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous sommes au ralliement citoyen pour la patrie. Voilà. Nous ne sommes pas comme le nouveau leader, le nouveau président du PMSD, à qui on demande, concernant sa nomination, il me dit je vais travailler pour le PMSD. Non, on va travailler pour le pays. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même philosophie. Et Alexandre, c'est une année un peu, quand je vous ai rencontré il y a quelques années de ça, il y a 2 ans de cela, oui. Tout à fait. Donc vous êtes avocat maintenant, les études s'est terminées ou bien il en reste encore là? Non. Là, je ne dirais pas que j'ai ma dose pour les études, car je projette de continuer mon doctorat, donc en droit. Et c'est une thèse qui portera sur le droit privé mauricien, sur les contrats mauriciens, sur les contrats français, les contrats anglais et les contrats du droit romain. Donc c'est un projet personnel que je mettrai en place une fois que je serai parvenu à bien organiser mon emploi du temps. Et ensuite, au niveau professionnel, oui, pour moi ça a été une grande première, parce que si j'ai pu enseigner à l'université Bordeaux 4 le droit, je n'avais jamais vraiment mis le pied dans la pratique juridique, dans la pratique constitutionnelle, etc. Et donc oui, depuis juillet, je suis donc définitivement de retour à Maurice, je travaille dans un cabinet d'avocats, et ce qui était très très intéressant, c'est que je touche de très près le offshore, ce qui me permet de comprendre beaucoup mieux la politique que souhaitent mener nos politiciens et de la critiquer. De la critiquer soit en bien pour certaines mesures, soit en mal. Donc ce que Alexandre est en train de me dire, c'est qu'il faut être à l'extérieur pour pouvoir critiquer à l'intérieur? Je ne dirais pas qu'il faut être à l'extérieur pour critiquer à l'intérieur, mais je dirais que c'est très important d'être allé voir à l'extérieur pour amener des solutions à l'intérieur. Je m'explique. L'extérieur est politiquement, économiquement, etc. beaucoup plus en avance que nous, en bien ou en mal. En bien, pourquoi? Parce qu'ils ont une politique environnementale qui est quand même structurée. Ils ont une avancée qui leur permettent de se remettre en question, de regarder quelles ont été les erreurs du passé. Et nous pouvons nous inspirer d'eux en prenant des solutions, c'est-à-dire au lieu d'attendre que nous reproduisions les mêmes erreurs pour ensuite trouver les mêmes solutions qu'eux, d'apprendre directement la solution pour éviter de produire ces erreurs. On doit apprendre de l'extérieur, mais eux doivent aussi apprendre de nous, c'est-à-dire de nous Mauriciens. Pourquoi? Parce que nous faisons aussi des choix. Nous sommes encore donc à peu près peut-être 10 ans en arrière, mais nous avons le choix de ne pas faire les mêmes erreurs et donc d'adopter des solutions propres à nous qui pourraient éventuellement inspirer les autres. Vous voyez, prenons l'exemple du tourisme aux Seychelles. Les Seychelles ont compris que les gros hôtels, ce n'était pas vraiment ce que recherchait l'intégralité des touristes. Nous avons ciblé des touristes, un tourisme de luxe vu le prix de nos hôtels, et les Seychelles, eux, ont joué sur un tourisme naturel. Vous arrivez dans un petit hôtel aux Seychelles, vous êtes carrément dans la nature, et je trouve que nous avons beaucoup à apprendre du Seychelles, qui, pour moi, est un peu derrière nous, et donc je pense que des grands pays européens, asiatiques, même américains, bon les Américains ne prendront pas exemple sur nous, c'est sûr, mais pourraient s'inspirer de nous aussi. Mais c'est pas trop tard quand on regarde un peu des projets hôteliers qui sont béton et encore béton. Donc on va sûrement effleurer le cas la Cambuse tout à l'heure là, dans quelques instants, mais pour vous regarder un peu, c'est du béton, c'est notre industrie hôtelière ça. C'est notre industrie hôtelière, mais c'est aussi une preuve que le tourisme a été mal compris.
Et je pourrais notamment vous expliquer pourquoi. Quand il y a à peu près 2 ou 3 mois, j'ai écrit un article dans le Mauricien dans lequel j'annonçais que je créerais donc une association pour la protection du patrimoine mauricien. Quand j'ai écrit mon article, j'ai eu énormément de retours, et notamment un retour d'une ambassade en Chine. Et ce fameux monsieur qui était ambassadeur d'ailleurs m'a dit, vous savez, j'ai eu l'occasion de parler à un collègue chinois qui m'a posé une petite question piège. Il m'a dit, selon vous, nous, touristes chinois, quand nous venons à l'île Maurice, que venons-nous, que recherchons-nous? Alors il me dit, vous savez, moi en tant que Mauricien, directement je dis la mer, la plage, le soleil. Ben, il dit, détrompez-vous. Ce que nous, touristes chinois, recherchons en venant visiter un pays, c'est de découvrir ses musées, de comprendre sa culture et de visiter ses marchés. Vaste combat pour le futur ministre de la Culture. Alors. Tout à fait. Et de visiter ces marchés. Pourquoi de visiter ces marchés? Parce que ça nous permet, nous Chinois, de comprendre comment vous vivez. Pour nous, votre culture, c'est votre mode de vie. Vous voyez? Alors, pour vous deux, quel a été le fait marquant de 2016, Pavès Doki, de Paris? Peut-être vous avez parlé un peu de la situation un peu mauricienne. Les Mauriciens ont parlé un petit peu de la marée internationale. Le fait marquant de 2016. Le fait manquant pour moi, c'est l'impunité. On continue vraiment. Il y avait un espoir qu'il y aurait plus peut-être d'impunité à Maurice. Mais 2016 a démontré que, voilà, ça y est, c'est ancré, on y va, on continue de plus belle en matière d'impunité. C'est ça l'événement. C'est quoi? Tous les procès, toutes les affaires. Le départ du PMSD, du gouvernement, la nouvelle cassure au bout de 2 ans, Béranger c'est pas que Béranger soit leader de l'opposition ou pas, que Duval qui sort du gouvernement devient leader de l'opposition. Je me demande d'ailleurs en parenthèse comment il va critiquer ce même gouvernement duquel il est issu. Il est parti prenant dans ce gouvernement. Mais l'événement marquant, c'est l'impunité. Alors je m'explique, c'est quoi? Les affaires s'écroulent. On fait beaucoup de bruit, beaucoup médiatisé, on arrête, les policiers sont là, etc. Après, ça donne quoi? Ça donne quoi? Rien du tout. Tu parles de Ramboulanou? Pas seulement, tout le monde. Je parle de tout le monde. Il y avait une affaire, par exemple, juste pour rigoler un peu, qui défrayait la chronique, un certain Trilochen. Qu'en est-il? Évaporé, complètement évaporé. L'affaire a évaporé. Les affaires de Navin, bien entendu. Alors, je ne vais pas dire c'est la faute de X, Y ou Z. C'est tout un système qui ne fonctionne pas. À Maurice, l'affaire Medpoint, bien entendu, est une autre illustration. Voilà, il y a beaucoup d'affaires comme ça. C'est ça, l'impunité. Ces gens-là, voilà. Et sur le plan politique? Ben, c'est ça, l'événement politique. Alors, le tournant, peut-être, effectivement, c'est éventuellement la démission de Duval. En quoi? C'est que ce gouvernement, l'actuel gouvernement, perd en légitimité électorale. Il en a beaucoup perdu déjà au cours de 2016, parce que ce gouvernement avait remporté les élections sur quoi? Je crois... la bonne gouvernance. Le miracle économique a été une grande escroquerie électorale, je pense, donc qui est rangée complètement au placard. Et puis, il y avait une alliance un peu élargie, c'est plus du tout le cas. Là, il reste, je pense, un seul parti avec une assise électorale dans ce gouvernement. Un seul. Voilà. Donc, c'est un gouvernement qui a perdu en légitimité électorale. On ne parle plus d'ailleurs de l'Alliance des peuples. C'est plus l'Alliance des peuples qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est l'Alliance des peuples moins 1. Non, moins 11. C'est le MSM avec quelques alliés, ou un allié. Alexandre, l'effet marquant de 2016, peut-être sur l'actualité internationale. Comme ça, on va recrosser un peu, comment les Mauriciens voient un peu ce qui s'est passé à l'extérieur. Enfin, sur l'actualité internationale, je voudrais quand même parler sur l'actualité mauricienne d'abord, parce qu'il y a des faits qui, moi, m'ont choqué. C'est le judiciaire. C'est que j'ai constaté à l'île Maurice. Il faut la poser ce mot quand on est avocat, non? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai constaté qu'à Maurice, on avait une absence
de pouvoir d'action du judiciaire, une absence d'objectivité du judiciaire. Je ne dirais pas qu'ils sont... Je ne dirais pas que nos juges sont soumis à un pouvoir politique, parce que je n'ai pas d'informations pour pouvoir l'affirmer. Mais toutefois, quand on lit, quand on est juriste, qu'on prend une décision, qu'on la lit, qu'on l'épluche, qu'on constate que beaucoup de fondements de cette décision sont faux ou ont été détournés de leur sens originel, je pense qu'on constate qu'il y a un problème au niveau du judiciaire. Et le souci, c'est que quand vous êtes professionnel à l'île Maurice d'un domaine, que vous intervenez en lisant un article, donc sous les commentaires ou quoi, automatiquement, que vous soyez professionnel ou pas, vous aurez toujours un Mauricien qui vous dira qui vous connaît où. Qui vous connaît où. Qui vous connaît où, parce que peut-être que vous appartenez à une catégorie sociale autre et ça l'emmerde. Peut-être que vous appartenez à une communauté autre et ça l'emmerde. Il se dit, mais vous n'êtes pas mauricien, vous? Bah si, je suis mauricien, je suis né à Maurice, mes parents sont mauriciens, on est tous mauriciens. Et le problème, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on avancera. Ce n'est pas comme ça qu'on avancera parce qu'il y a un manque de professionnalisme à Maurice. Et si nous continuons à ne pas choisir les professionnels pour redresser le pays, nous sommes foutus. Pour moi, clairement, quand je dis nous sommes foutus, c'est que nous n'aurons pas une crise économique qui tuera le pays, mais nous serons foutus dans le sens où nous continuerons à perpétrer exactement la tradition mauricienne qui est celle de voter pour un leader et de ne pas regarder en fait mais qui compose l'équipe de ce leader. Parce que oui, certes, nous avons des leaders qui peuvent être très bons, très charismatiques, mais si on regarde que le leader et pas son équipe, ben, on va autoriser ce leader à passer les élections et ensuite ce fameux leader, il viendra mettre tous ces petits ministres qui sont des incompétents, bien souvent. Nous l'avons vu notamment dans le cas de la culture à Maurice. J'ai été choqué qu'en 2015, le bilan était, la phrase était à peu près celle-ci, en créole, c'était une vidéo qui était sur YouTube. Là, il dit, faut pas faire rien pour la culture cette année-là, mais faut pas n'amener ça au Disney dans ce Pride. Voilà ce qu'est la culture. Voilà ce qu'est la culture aujourd'hui à l'île Maurice. Donc, il faut ramener le Mauricien vers ce qu'est vraiment la culture, et notamment commencer par le reconstituer avec son histoire. Écoutez, il faut être plus précis, il y a tellement de choses qui se passent. Ah oui, Trump, ça a gueulé partout. Trump, d'un côté, Trump a été une bonne chose pour l'île Maurice, parce que c'est peut-être une sonnette d'alarme. Beaucoup de Mauriciens, enfin du moins quand j'ai lu les articles sur Trump, et c'est très intéressant de lire les articles et les commentaires, parce que ça nous permet de comprendre aussi les Mauriciens, la frustration. Et les Mauriciens, c'est justement, aujourd'hui, Trump aux États-Unis, c'est un grand changement, peut-être négatif, mais c'est un grand changement. Donc, est-ce que ça ne peut pas venir s'appliquer à l'île Maurice? Bon, je pense que le Brexit a été très mal compris, en général, par les Mauriciens. Pourquoi? Parce que beaucoup ont dit oui, c'est la faillite pour l'Angleterre, etc. Non, c'est pas la faillite. Le Brexit, en fait, est une bonne chose pour l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'elle, en fait, a eu ce courage d'annoncer le premier pas et de se dire, écoutez, nous allons vous montrer que nous pouvons survivre sans l'Union européenne. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'Angleterre est en train de nous démontrer que nous ne devons pas accepter d'être soumis à des règles communes pour faire fonctionner notre pays. À un moment, il faut commencer à arrêter de se dire, nous sommes un peu plus petits, nous acceptons toutes les oppressions. Et on peut rapporter ce cas-là avec notamment la grosse influence que tente d'avoir la Chine sur l'île Maurice. Je ne suis pas pour d'avoir le tourisme chinois à l'île Maurice, mais je suis complètement contre le fait que nos compagnies de construction locales puissent être concurrencées par des compagnies de construction chinoises. Il manque les mains. Notamment. Il manque les mains. Il n'y a pas les mains. Oui, est-ce qu'il manque... Mais maintenant, on nous dit que ce sont des prisonniers qui viennent à mourir, ce sont des personnes qui ont des soucis, qui sont là pour les faire ça, parce que vous regardez quelqu'un travailler 20 heures, 22 heures par jour,
C'est pas mauricien, c'est pas dans la culture mauricienne du travail, ça. C'est pas, je ne sais pas si on peut dire que c'est pas dans la culture mauricienne du travail, parce que je pense que c'est à plus haut de donner l'exemple. C'est-à-dire, de dire, écoutez, voilà, nous avons besoin de main-d'œuvre, nous sommes prêts à faire des concessions, nous sommes prêts à vous donner un salaire décent, nous sommes prêts à vous donner une assurance maladie, parce que le problème, c'est que le travail physique use. Ça use le corps. Il y a énormément de personnes aujourd'hui dans les cités, si on prend le temps de les regarder, qui sont handicapées, mais que faisiez-vous? C'était des manuels. Par exemple, une personne qui travaille au bureau en tant que chauffeur vient nous dire, moi avant, motif manuel, motif fait carrelage, motif fait construction, j'ai dit, mais qui fait vous n'êtes plus content de ça? Si mon mari est content, mais le problème c'est qu'il me fait finir la santé. Et c'est là aussi. Papes Doki, donc vous êtes en France, donc la nouveauté ça a été l'exit à la française de Nicolas Sarkozy, Fillon, Hollande qui n'est pas candidat à sa réélection, donc une nouvelle France qui va apparaître vers la mi-2017. Alors c'est aussi l'événement en France, ça, à part les attentats, tout ce qui s'est passé. C'est le contre-exemple mauricien. C'est un pays où il y a un renouvellement de la classe politique. Mais quand on vote, ici, lorsqu'on est battu, on ne change pas trop. Ici, lorsqu'on est battu, on revient de plus belle. En force d'ailleurs. Non, là on voit qu'il y a un renouvellement de la classe politique, on verra ce que ça donne. Mais pour revenir sur la politique internationale, enfin l'événement marquant sur la scène internationale, je dirais pour moi, c'est peut-être le Obama qui essaie de se racheter, qui essaie de racheter son prix Nobel de la paix, en faisant une proposition pour la paix au Proche-Orient. De même, pour Hollande, qui n'a pas été prix Nobel bien sûr, mais qu'il a organisé une conférence pour la paix au Proche-Orient, parce que c'est vraiment un des gros problèmes qui perdure malheureusement. Et je salue effectivement le plan de paix présenté par John Kerry, sous l'impulsion bien entendu d'Obama et l'organisation en France d'une conférence sur la paix. C'est nécessaire parce qu'on voit le monde ailleurs ce que ça donne, et c'est là que Maurice, on a parlé du tourisme mauricien, mais effectivement, Maurice trouve son compte parce que le monde va tellement mal ailleurs. Aujourd'hui, on ne va plus faire du tourisme en Égypte, ou en Tunisie, ou ailleurs. En Syrie, bien entendu, ou d'autres pays d'Asie, parce que même s'il n'y a pas la guerre, il y a des problèmes climatiques aussi. Donc nous sommes plus ou moins à l'abri de tout ça. Maurice est un des rares pays sûrs, malgré la criminalité galopante. Et c'est là que le gouvernement a un réel devoir, mission à assumer, parce qu'on ne doit pas laisser Maurice aller à la dérive, parce que Maurice c'est vraiment a cette capacité, cette propension d'être le contre-modèle au monde. Bon, nous sommes arrivés à la phase intéressante. Donc, d'autres avaient des bols, des tasses. Vous avez une soucoupe. Honneur à M. Doki qui vient de l'étranger de choisir un sujet publié. On va savoir. Alors, venir de l'étranger, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que là je suis à. Donnez-moi moi, D'accord, ok. Mauricien, ça, vous savez, Mauricien, ou des. Quand vous n'êtes pas à Maurice, on vous dit vous êtes. Non, mais je suis à Maurice, je suis là, devant vous, à Port-Louis, au sein de la capitale. Je suis pas dans une prétendue smart city. Premier sujet que vous avez tiré, peut-être plus à Alexandre, parce qu'il est un peu dans le service financier et dans l'offshore. Alors, l'investissement, quand je regarde les ministres m'annoncer des gros chiffres, alors il va où l'argent quand ça monte à Maurice? On me parle de bâtiments, de villas, de RES, mais pas dans l'outil productif qui peut s'autofinancer sur vos projets. C'est un mauvais modèle selon vous, ou bien on reste dans le modèle villa et il s'y fait? Écoutez, je ne suis pas économiste, donc je vais vous donner un avis beaucoup plus juridique sur l'affaire et peut-être un avis beaucoup plus citoyen aussi, notamment sur la question des villas, où j'entends de nombreux partis politiques venir crier Palesman étranger, prends-nous la terre. Maintenant, j'aurais voulu dire que c'est pas nous la terre, ce sont des terres qui sont privées, qui appartiennent à des groupes privés et auxquels nous, Mauriciens, je pense, à moins d'avoir un gros portefeuille, n'auront jamais droit. N'auront jamais droit, même s'ils ne les vendent pas à des étrangers, ils trouveront toujours une façon de transformer la terre en quelque chose
en une chose dans laquelle nous n'aurons pas accès d'une façon ou d'une autre. C'est pas qu'ils ne veulent pas nous faire profiter de la chose, c'est qu'ils veulent nous faire profiter de la chose en tentant de rendre la terre rentable. Maintenant, je trouve que c'est une vision économique à très court terme que de transformer des terres exploitables, c'est-à-dire même de façon agricole en villa. Pourquoi on va parler d'exploitation agricole? C'est parce qu'à l'île Maurice, si vous regardez le nombre d'importations de nourriture auxquelles nous avons recours pour pouvoir nourrir nos Mauriciens, alors que nos terres sont très fertiles, je pense qu'il aurait quand même été plus judicieux de trouver, de relancer peut-être l'économie locale en trouvant un nouveau pilier, un pilier qui pourrait être agricole. Mais pourquoi agricole? On pourrait, nous, commencer à donner l'exemple aux autres pays, notamment en faisant de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire, pourquoi ne pas inventer? Pourquoi est-ce que le Mauricien n'invente pas des nouvelles façons de labourer? Pourquoi est-ce qu'il n'invente pas des nouvelles façons de transformer sa terre? Pourquoi simplement se dire, écoutez, on va construire des immeubles? Parce que quand vous voyez la grande majorité des immeubles qui ont été construits à Maurice, et là je ne parle pas bien sûr des appartements Ground Plus 2 ou des villas, mais je parle d'immeubles, de grands immeubles pour soi-disant y loger des bureaux, ils sont vides. Et ben, ça arrive à citer, de nom en tout cas, en est un exemple. Énormément de bureaux sont vides. Justement, quand Alexandre me dit les bureaux sont vides, mais quand on voit des parkings, mais les parkings sont remplis, on a l'impression que toutes les Maurice travaillent à Eben. Quand on voit Écoutez, on a l'impression que toutes les Maurice travaillent par Eben, mais si une personne vient par voiture, si on n'avait qu'une personne par voiture, oui, on a vite atteint peut-être 1000 voitures, 2000 voitures. Mais vous réalisez, une personne par voiture, c'est énorme, c'est un embouteillage. Ça prouve maintenant, et ça nous amène à la question du transport aussi. Qu'est-ce qui empêche des investisseurs de venir à l'île Maurice? Pas pour habiter, comme ce qu'on est en train de développer avec l'offshore, mais simplement en tant qu'investisseur pour faire des regional headquarters notamment. C'est souvent le transport. C'est qu'ils perdent beaucoup trop de temps dans nos embouteillages le matin. Et ça a été un propos émanant de la bouche d'un investisseur il y a à peu près 3 ou 4 ans sous le régime Rangoulam. Il disait très clairement lors d'une interview, ce qui freine les investisseurs vers Maurice, c'est notamment le temps que nous perdons dans le trafic. Donc, la question du métro léger peut se poser. J'allais la poser. Ouais. Maintenant, au niveau des PME, pas besoin de comment vous avez vu la situation en 2016? La situation économique est assez mauvaise. Il y a une chute de l'investissement en général. Le gouvernement ne fait que des effets d'annonce. On sait très bien, on le sent, les chiffres sont là, parlent aussi de cette baisse au niveau de l'investissement des étrangers. Alors pourquoi cette réaction? Alors qu'on nous a parlé du miracle économique. Il y a toute la politique, les signaux envoyés par le gouvernement aux investisseurs, d'une part. Là, il y a l'instabilité politique qui va peser, je pense, assez lourd. Il y a le climat social, les meurtres, les accidents. Il suffit d'ouvrir les journaux le matin. On trouve un cadavre par là, et les crimes deviennent de plus en plus atroces. De plus en plus atroces, oui, voilà. Mais tout ça, c'est un climat. Pourquoi l'investisseur ne va pas, par exemple, dans des pays où il y a la guerre? C'est parce qu'il y a un manque de sécurité. Il produit ou vend des armes. Non, mais ça c'est autre chose. Ils n'investissent pas, ils vendent. Mais voilà, autant de phénomènes qui là aujourd'hui sont en train de créer les mauvais effets pour la croissance mauricienne. Maurice a besoin davantage de croissance, de création d'emplois, de favoriser bien sûr l'investissement des Mauriciens et des gens de l'extérieur. C'est important, Alexandre. Vous pensez que quand on regarde un peu les chiffres, on est à 26 000, on tourne autour de 7-8% des femmes oui, très touchées, ceux qui ont des diplômes comme vous, des diplômes, et ceux qui n'ont pas passé le CPE aussi, ont l'impression que l'emploi, c'est soit on passe pas l'ancienne CPE, on n'a pas de travail, mais tout en étant gradué aussi, on a tous les acquis, mais on n'a pas d'emploi. Tout à fait. Je dois vous avouer que
Même moi, malgré mes diplômes, ça m'a pris 6 mois pour réussir à trouver de À un l'emploi. certain moment, vous n'avez pas paniqué? Je dis pourquoi j'ai Si. fait loi? Pourquoi Non, je fais ceci? non, je n'ai pas paniqué parce que je n'ai pas fait le droit pour gagner du fric, je n'ai pas fait le droit Ça, c'est vrai d'un avocat pour en faire à tout prix une profession. Je l'ai d'abord fait par vocation, par passion en fait. C'est ce qui m'a intéressé, c'est l'ouverture d'esprit qu'offraient des études de droit. Et en effet, ça offre une ouverture un peu sur le côté économique, beaucoup sur le côté humain. Sur le côté humain, pourquoi? À travers justement le droit du travail, et j'y viendrai pour répondre à votre question, à travers les droits de l'homme. Nous sommes un pays qui est, je ne vais pas dire qui est régi principalement par une constitution, mais à la tête duquel nous avons une constitution. Quand vous réalisez que la majorité de nos hommes de loi sont de formation anglaise, et donc qui apprennent le droit comme étant, comment dire, un droit évoluant avec la jurisprudence sans respect d'une constitution, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent venir plaider devant une cour mauricienne. Nous avons une constitution, ils n'ont pas de formation sur qu'est-ce qu'une constitution. Et c'est notamment un point que j'ai pu relever dans l'affaire Medpoint, que j'ai pu relever dans une affaire notamment, attendez, j'avais écrit un article dessus, ah oui, sur la condition financière à l'île Maurice. Si vous voulez, nous avons été confrontés dans une affaire à un cas comme ça, où le magistrat venait dire à la partie adverse, qui était une partie non fortunée, en face d'une partie très fortunée, mais avez-vous les moyens de payer des dommages intérêts dans le cas où vous ne remportiez pas votre affaire? Et l'affaire a été rayée parce qu'il n'avait pas ces moyens. Et Donc, si vous me dites, il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Là. C'est pas qu'il y a une Si justice. on est pauvre, on ne peut pas attaquer un riche. Quand on est riche, on peut attaquer un pauvre. Ben, moi, du moins, c'est ce que j'ai cru voir. Mais c'est pas la justice mauricienne. Hein. Ça a été exactement la même chose pour tous les États européens. Et d'ailleurs, l'Allemagne a été condamnée pour cela en 2005. Et elle a donc eu à revoir complètement sa législation. Et suite à quoi, en 2007, la France a accepté de s'aligner sur cette jurisprudence européenne. Et donc, maintenant, au niveau de l'emploi à Maurice, quand on annonce 7 à 8% de chômage, je n'y crois pas du tout. Je crois que beaucoup plus de personnes travaillent. Et en fait, ce qui me fait vous dire ça, c'est qu'à une époque, quand j'étais en stage dans un cabinet à Maurice, il y avait un monsieur qui ne travaillait que de 8h à midi, ensuite l'après-midi, il faisait ce qu'il voulait. Donc il faisait des demi-journées. Et j'ai dit à mon patron de l'époque, je lui ai dit, mais comment est-ce que ça fonctionne? Il travaille en demi-journée, donc il n'a pas de protection sociale, vous ne cotisez pas. Elle m'a dit, écoute, ce gars gagne peut-être plus que moi. Et ce gars démontre qu'il y a moins de chômeurs à l'île Maurice que ce que nous pensons. Pourquoi? Parce que pour être déclaré comme chômeur, il faut travailler moins d'un certain nombre d'heures par semaine et avoir une rémunération Moyenne, disons moyenne. moyenne, oui, mais qui ne soit pas fixe. Voilà. C'est pas une rémunération fixe, donc on n'a pas de cotisation sociale, etc. Mais elle m'expliquait que ce monsieur, le matin, il travaillait chez elle, l'après-midi, il avait fait les travaux de manœuvre, comme on dit chez les gens. Il allait faire des samoussas l'après-midi avec son épouse qu'il allait vendre un peu partout. Et donc, tous ces revenus non déclarés faisaient que nous avions un chômeur qui touchait entre 40 et 50 000 par mois. Un beau chômeur. Un beau chômeur comme il y en a énormément. Ben, je vais vous inviter énormément, vous aussi, à prendre un nouveau sujet. Vous touillez un peu, vous choisissez, on saura que... Ah bon, c'est vrai. Ça, c'est moi. Comme ça, vous n'aurez pas... Deuxièmement, on va parler de la santé. La drogue synthétique n'existe pas. Alors là, je vais tourner un peu plus pour les Mauriciens de vous deux. Donc, la drogue synthétique, ça a été le grand sujet de l'année. La drogue synthétique a été le grand sujet de l'année, oui. Mais je réalise qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour voir d'où viennent les trafics. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Je parle toujours du vécu, en fait. Parce que c'est très difficile d'apporter des preuves, on va avoir des preuves papier, etc., quand on n'a pas vécu des situations. J'arrive dans une cité, que je ne citerai pas, bien sûr, au sud-est de l'île. Il me suffit de parler avec 2 ou 3 personnes pour que ces personnes me disent «
ça boucle vendre la drogue. Mais le problème que nous avons à Maurice, c'est que nous avons des boucs émissaires. Ce sont des petits qui sont arrêtés. Il n'y a jamais une enquête suffisamment longue qui nous permet de remonter jusqu'au sommet. Je pense qu'il y a déjà eu des enquêtes suffisamment longues pour remonter jusqu'au sommet, mais en voyant les noms du sommet, on n'a peut-être pas souhaité poursuivre cette enquête. C'est une réalité, ce n'est pas une réalité mauricienne, c'est une réalité internationale. Le tourisme système, c'est à peu près la même chose. Il ne faut pas se leurrer en pensant que les problèmes mauriciens sont uniques, et c'est bien pour ça qu'au début de l'interview, je vous disais qu'il est important d'avoir une vision sur ce qui s'est fait dehors pour apprendre de leurs erreurs, pour apprendre leurs méthodes. Vous voyez, parce que nous sommes quand même un caillou isolé et il est très important d'amener cette expertise chez nous. Et donc pour la drogue, ce qu'il aurait fallu, c'est d'avoir des investigateurs, mais des vrais investigateurs, qui aient une vraie application du droit pénal. Que le revendeur ne soit pas celui qui soit condamné à de lourdes peines, pour l'inviter notamment à collaborer avec les forces de l'ordre. Ce qui est très important, les informateurs sont très importants. Donc, qu'est-ce que je... Mauvaise quand on voit le ministre qui placard, dire que dans les hôpitaux, le minimum ce sera 2 heures, sans compter de la queue à la pharmacie. Parce que moi j'ai fait une heure à la queue de la pharmacie une fois. Je sais ce que le peuple pense. Alors vous, quand on voit un peu les millions et les milliards, on vous dit que il faut cesser de boire, il faut cesser de fumer, il faut faire bons enfants, entre guillemets, pour que le poids de la santé soit un peu moins dans le budget. Non, la politique du gouvernement, c'est une politique illusionniste. C'est de faire croire qu'on est en train de régler le problème. Le problème, 2 heures, si les bonnes décisions ne sont pas prises, voilà, on ne peut pas décréter une attente de moins de 2 heures, c'est pas possible. Mais pour revenir à la drogue, la situation est là, les faits sont là. On ne peut pas les nier. Le ministre le nie, a tendance à le nier. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. On voit les effets néfastes sur la jeunesse, les gens qui meurent, etc. Les crimes aussi. Voilà. Maintenant, le gouvernement, encore une fois, c'est de l'illusion. Jack Nat avait annoncé, enfin c'est toujours les vieilles recettes comme le miracle économique, il avait annoncé comme il avait fait en 86-87 la commission d'enquête sur la drogue. Alors c'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout à la même époque. Alors c'est quoi cette commission? Cette commission, alors bien sûr, petite parenthèse, Béranger qui donne des noms sans vérifier ses sources, ça c'est typique à l'homme, donc moi c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? C'est pas une commission d'enquête pour la drogue. Il faut une police qui travaille, une police qui est efficace. Une police professionnelle. La police est quelque part dans les papiers. Oui, non, mais je reviens parce que j'en plus sur la drogue. Alors la santé, l'illusion encore, l'illusion de la santé. À partir du moment où il y a une différence énorme entre le service dans un hôpital public et dans un hôpital, ou ce qu'on appelle ici clinique, donc privé, il y a une défaillance de l'État. Il y a une défaillance de l'État. Si on prend le modèle français, il y a l'hôpital, les hôpitaux, il y a les cliniques aussi, mais c'est le même service. Il n'y a pas de différence. Donc à partir du moment où à Maurice, il y a une différence énorme, et puis on le sait très bien, vous avez parlé des médicaments. Les médicaments, des fois, ne sont pas à la disposition. Les hôpitaux ne peuvent pas fournir les médicaments. Les médecins demandent aux patients d'aller acheter auprès d'une pharmacie. Donc il y a une réelle défaillance, un manquement de l'État à ses devoirs, ses obligations. Dire que la santé est gratuite à Maurice, c'est de l'illusion encore une fois. Quelqu'un qui paye à l'arrière. C'est de l'illusion. Non, mais c'est de l'illusion. Lorsqu'on est sérieusement malade, on a intérêt à se faire soigner dans le privé. Justement, quand la question à Alexandre, quand on regarde un peu l'affaire, la vente d'Apollo Bramwell. Quand on regarde un peu, on est arrivé au 3e acheteur. Les investisseurs sont intéressés à voir comment ça s'est fait. Quand on regarde un peu le premier qui est venu le lendemain, qu'il a eu le contrat, changé tout cassé, après il part, il ne paye pas. Le second qui est là, mais qui a eu des problèmes financiers. Le troisième qui vient, il serait aussi un petit peu dans la menace parce que d'après la Competition Commission, il serait en position de monopole. Enfin, du moins, on parlait des 3 investisseurs différents. Le premier investisseur, je trouve complètement louche. Quels ont été les critères d'attribution du contrat
à cette personne, personne ne sait. Il y a une totale opacité sur pourquoi est-ce que cette personne a eu le contrat. Est-ce qu'on avait vérifié des précédents sur lui? Est-ce qu'on avait vérifié son parcours d'investisseur, son parcours d'homme d'affaires? Est-ce qu'on avait vérifié donc les chiffres d'affaires de son précédent commerce, ou enfin quand je dis un commerce, un fonds de commerce, business, comme vous voulez, de sa précédente clinique, etc. Totale opacité. Ensuite, le gouvernement s'est pris un râteau, a eu à assumer, et nous avons donc eu les deux investisseurs, l'investisseur sud-africain, si je ne me trompe pas, et Ciel. Si je ne me trompe pas, c'est le groupe Ciel, oui. Et donc, l'investisseur sud-africain, il n'y a pas eu un désistement, il y a eu une demande de 2 mois pour que les fonds puissent être réunis. Je ne pense pas que c'est une question de 2 mois pour que les fonds puissent être réunis. Vous savez, quand vous achetez un hôpital, quand vous rachetez une grosse entreprise, il y a des due diligence qui sont faits. Quand une banque, quand vous venez financer le rachat d'une grosse entreprise, vous avez besoin de crédit. Vous allez voir une banque. Et la banque va vous demander, oui, mais quelles sont nos garanties? Donc, il faut bien que vous puissiez disposer d'un certain délai, et c'est le délai dont nécessitaient les Sud-Africains pour pouvoir aller de l'avant avec l'acquisition, avec la finalisation de la transaction. Mais il semble que pour les autorités mauriciennes, enfin maintenant je ne sais pas, il y a dû y avoir d'autres choses aussi, parce qu'à mon niveau, je n'étais pas dans la transaction, c'est très très difficile d'être très, très objectif et très précis sur les faits. Mais je pense que pour une raison ou pour une autre, on a choisi le Mauricien, Finalement, en dernier recours, alors que le Mauricien connaît quand même le marché mauricien. Pour autant, est-ce qu'il y a une situation de monopole? Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a une situation de monopole. Pourquoi? Parce qu'à la différence de ce que disait M. Jean-Pierre Dallet, où il cherchait à démontrer qu'il n'avait pas de situation de monopole en faisant référence au nombre de lits, il ne faut pas oublier qu'il comparait les lits de clinique et des lits d'hôpitaux. On ne peut pas comparer le marché des cliniques et le marché des hôpitaux. Le marché des cliniques est beaucoup plus réduit, et quand vous faites une analyse du monopole, donc en droit de la concurrence, il faut vraiment prendre au début le petit cercle. Est-ce que vous intervenez sur le même marché que l'autre? Oui ou non? Si c'est non, à ce moment-là, on va vérifier dans votre marché, est-ce que vous avez un monopole? Il y a plusieurs critères comme ça. Donc on ne peut pas compter en nombre de lits. Et si on compte en nombre de lits, il se met une balle dans le pied. Pourquoi? Parce qu'en nombre de lits, oui, il est en situation de monopole. Maintenant, est-ce que le monopole est illégal? Totalement pas. Totalement pas. Un monopole n'est pas illégal. En fait, quand vous avez une situation de monopole, pourquoi? Parce que notamment, il peut y avoir une carence des services. Il peut y avoir eu un défaut d'autres investisseurs venant répondre aux critères recherchés dans l'appel d'offres. Donc, non, c'est pas illégal. Ils peuvent être en situation de monopole. C'est pas forcément néfaste. Mais, à ce moment, la Competition Commission doit intervenir et doit contrôler l'institution. Elle doit la contrôler souvent même. Elle doit voir, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer notamment ce qu'on peut appeler un cartel entre vos différents médecins? Est-ce que vous faites aligner les prix notamment entre les différents médecins de façon à ce qu'un ne soit pas plus compétitif que l'autre? Parce qu'il ne faut pas oublier que la compétition a quand même entre Feu Bramwell, Apollo Bramwell et la clinique Darnay a fait améliorer le service. Ça a amélioré le service de la clinique Darnay, notamment en termes d'hygiène, notamment dans leurs infrastructures qui sont aujourd'hui beaucoup mieux, selon moi, enfin du moins de ce que j'ai pu voir en y allant, des machines, des nouveaux services qui se créent, et la concurrence est très importante à ce niveau-là, parce qu'elle peut faire baisser les prix pour un service, elle peut faire améliorer un service, elle peut faire beaucoup de choses. Donc, est-ce que le rachat partiel est une mauvaise chose? Je dirais que c'est à la Competition Commission maintenant de jouer et de se dire il y a une situation de monopole, ça c'est définitif. Mais de se dire est-ce qu'on va laisser cette situation de monopole aller au détriment des consommateurs, ou est-ce qu'au contraire on va tenter d'encourager cette situation de monopole à aller
dans Dans le bon sens. dans le bon sens, exactement. Dans le bon sens, c'est pas vrai, c'est un autre sujet. Et. Ah, vous avez la main heureuse. Parce que je vois, le premier mot c'est l'or. Vous êtes avocat. Alors, il a parlé des garanties bancaires, justement, ça m'a fait penser à l'ancien. L'or and odeur, vous étiez en train d'en parler tout à l'heure. Hein. Donc, on regarde un peu des policiers qui sont vendeurs de drogue, un membre de la police de la VIPSO qui travaillait malheureusement chez le Premier ministre, arrêté. Il y a un autre qui arrosait son jardin à 4 h du matin. Quand on regarde tout ça, quand on regarde un peu les maîtres, vous l'avez dit, ils sont passionnels, ils sont même devenus nécrophiles tout dernièrement. Quand vous êtes de l'extérieur à Paris, vous lisez la presse. Mauricienne, vous dites quoi? Que c'est Maurice, c'est la pente descendante? Non, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de politique pénale. Alors pourquoi il n'y a pas de politique pénale dans ce gouvernement? C'est qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur. Oui, il y en a. Il y en a. C'est le Premier ministre. Oui, non, mais il cumule. Hein, voilà. Il faut un véritable portefeuille de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur qui définit, avec bien sûr, et là il n'y en a pas, un ministre de la Justice, il n'y en a pas dans ce gouvernement. Le ministre de la Justice, ça n'interpelle personne, mais c'est le cas. Il y a l'Attorney général. L'Attorney général est conseiller juridique du gouvernement, mais il n'est pas ministre de la Justice. Voilà pourquoi on n'a pas de politique pénale. La politique pénale, c'est quoi? C'est envoyer, c'est pas au commissaire de police de définir la politique pénale. Le gouvernement doit la définir. C'est au Parlement, éventuellement, de faire les lois, de voter les lois, de rendre plus sévères, de sanctionner davantage certains crimes lorsqu'on voit une certaine dérive, de faire de la sensibilisation, de l'éducation. C'est ça la politique pénale. Tout ça n'est pas fait à Maurice. Et là, on est bien sûr à la dérive la plus totale. Alors, bien sûr, il y a plus de crimes, de plus en plus passionnels, de plus en plus, je veux dire, graves, de sang. Il y a à côté, et c'est la même chose, les accidents de la route qui continuent de plus belle. On va y revenir. Les accidents de la route. Alors, moi j'ai vu le gouvernement essayer de renvoyer la responsabilité sur les citoyens mauriciens, les automobilistes, les conducteurs ou même les piétons éventuellement. Mais ce n'est pas la faute uniquement de ces gens-là. C'est aussi la faute de l'autorité publique. Par exemple, j'entendais l'autre jour à la radio parler aux piétons, un avis aux piétons, le demandant de traverser sur le passage flouté, etc., etc. Mais combien de voies à Maurice, de rues où il n'y a pas de trottoir, où le piéton est obligé, est contraint de s'engager sur la rue, dans la rue. Voilà, on le met en situation d'insécurité. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, il y a cette politique à Maurice, on va renvoyer la faute sur l'autre. Mais avant tout, il faut voir ce que nous, État, ce que l'État, l'autorité publique n'a pas assumé. C'est de voir. Vous avez des signaux qui sont mal placés, les rues mal construites, les voies. Il y a un jeu qu'ils font actuellement avec les radars. Hein, on vous laisse tout d'un coup à 100 et puis on passe sans raison valable à 60, qui vous oblige à ralentir tout d'un coup brusquement, etc. Enfin, il y a des politiques, surtout les signaux, les panneaux de signalisation mal posés. Ça, on en voit partout. Partout, on en voit. Voilà. Quand Alexandre dit dans le journal, nous sommes arrivés à presque 141 morts, la majorité ce sont des motocyclistes et les accidents semblent se faire après 18 h. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le soleil. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes sur les routes mauriciennes? Vous faites Maillebourg, Ébène? Non, je roule beaucoup pour le travail aussi, oui. Oui. Écoutez, je pense qu'il faut remonter à la source du problème. Et la source du problème, c'est comment est-ce qu'on donne les permis à l'île Maurice? Comment est-ce qu'on délivre les permis de conduire? C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'accidents, beaucoup de motos, avec un L, learner. Un learner est une personne qui a appris le code et qui apprend à conduire librement. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Enfin, moi je suis sur les routes à moto depuis l'âge de 16 ans, avec un learner complètement irresponsable. Et j'ai fait des choses très irresponsables uniquement parce qu'on ne m'a pas responsabilisé sur ma moto. Par exemple, quand vous allez... Je vais prendre la France, pourquoi? Parce que j'y ai vécu pendant les 7 dernières années avant de revenir à Maurice. Prenons la France. Pour avoir un permis de moto, pour avoir le droit de rouler à moto, il faut aller dans une moto-école. Qu'est-ce qu'on vous apprend à une moto-école?
déjà à respecter le code de la route. Ça, c'est très très sévère. Et on vous apprend à freiner votre véhicule. On vous apprend à éviter un obstacle. Comment baisser votre moto pour éviter un obstacle. Comment freiner. Il y a une position du corps à adopter, notamment pour les très gros cylindrés. Bon, pour les scooters, ils sont beaucoup plus indulgents. Mais vous remarquerez qu'en France, la majorité des morts à moto sont des scooters, justement. Parce qu'il n'y a pas cette rigueur. Maintenant, à l'île Maurice, pour les accidents de voiture, on a des auto-écoles. Je pense que les auto-écoles sont ceux qui font partie des personnes qui violent le plus le code de la route. Et c'est très simple, hein. Il suffit d'aller aux casernes là, de voir. Et d'ailleurs, j'ai des photos sur mon téléphone que j'ai prises en 10 minutes. Ça m'a pris 10 minutes à les prendre. J'étais en train d'attendre pour visiter un bâtiment il y a 2 semaines. L'auto-école arrive avec son learner, il demande à son learner, arrête-toi là. 2 bandes jaunes, arrête-toi. Le learner descend alors qu'il est en train d'apprendre la bonne attitude à avoir à son élève. Arrête-toi là. Le learner ne regarde même pas, pas de clignotant, pas de feu de signalisation. Vous avez les hazards pour dire, peut-être qu'il a une panne. Voilà. Il regarde, il sort de sa voiture, plop, il rentre dans sa voiture à l'arrière, un autre learner sort à l'arrière, reprend, et rentre dans la voiture. Voilà, c'est ça nos auto-écoles aujourd'hui. Et vous savez, un jour, il y a ce qu'on appelle en France le covoiturage, donc, et un jour j'étais sur un site, j'avais besoin de faire un très long trajet de 500 km, Blablacar notamment, et je prends un covoiturage. Il se trouve que je tombe sur un moniteur d'auto-école. Et là, nous sommes sur une autoroute française, et lui, il avait une très grosse voiture, limité à 130, ensuite 110. Moi, je n'avais pas trop compris pourquoi on passait de 130 à 110. Pour moi, la route était immense, il y avait de quoi faire. Il passe tout de suite à 110. Je dis, mais vous pouvez continuer, non? Accélérez un petit peu, on a 500 km à faire. Il me dit, vous savez, je suis moniteur d'auto-école. Si un policier m'arrête, ne serait-ce que pour un dépassement de vitesse, je paie ma licence d'auto-école. Et donc, je paie mon gagne-pain. Pour réaliser, c'est-à-dire que la police arrête là-bas. C'est une chose, la police arrête et les auto-écoles respectent, sinon suspendu. Donc qu'est-ce qui manque à Maurice? Conclusion, c'est la sanction. Mais c'est pas une sanction avec arrête-moi, pas grave, mon café PMI là, mon café licence, mon café truc là sauté, mon a un cousin dans la police. Tout le monde a un cousin dans la police. C'est ça le problème. Mais justement, il n'y a pas un souci, Alexandre, quand on voit un chauffeur qui n'a jamais roulé sur l'autoroute, qui a fait son tour dans Port-Louis, il arrive dans le Castor, on connaît un peu le circuit. Le jour qu'il a sa licence, il est autorisé à aller sur l'autoroute, alors qu'il n'a jamais mis les pieds, il n'aura pas de moniteur, collé, papa, maman, je ne sais pas, le membre de la famille qui continue ne sera pas à côté de lui, parce que là c'est à de très grande vitesse. Hein. Mais c'est très dangereux, mais est-ce que ce n'est pas la faute des autorités qui imposent à ces auto-écoles de conduire à 35 km/h, qui est un danger d'ailleurs, de conduire très en dessous d'une limite de vitesse est illégal, comme de conduire très en dessus. Vous voyez? Donc c'est illégal. Ils sont en train d'apprendre à leurs étudiants, à leurs élèves, dès le départ, d'être dans l'illégalité. Conduisez à 35, donc faites des bouchons, créez des accidents. La moto, le fameux petit motard qui lui sort du boulot à 6 heures, qui est fatigué, vous me demandez si c'est le soleil, je dis non. Je pense que c'est de la fatigue aussi. C'est de la fatigue parce que les routes sont difficilement praticables, on est tous un peu fatigués en sortant. Et une chose qui peut être très dangereuse à l'île Maurice, et un jour une personne m'a fait remarquer, je trouvais que c'était intéressant comme remarque, il m'a dit mais il y a tellement de contrôles d'alcoolémie positifs, pourquoi est-ce qu'on ne va pas placer des policiers à la sortie des fameux happy hour? Vous savez, c'est très tendance. Ah oui, on fait un petit happy hour pour le boulot tous les jours de la semaine. Sauf que ces personnes vont consommer de l'alcool, qu'elles soient chefs d'entreprise ou pas. Ce sont des personnes qui conduisent en état d'ébriété. Même si elles sont à quelques milligrammes au-dessus, elles sont au-dessus. Vous voyez? Donc, il y a une attitude à adopter. Et l'attitude doit venir des autorités, principalement. Ce sont des autorités. Parce que si on ne voit pas les autres se faire sanctionner, on se dira qu'on ne se fera pas sanctionner. Moi, je ne vais pas vous sanctionner, mais je vais vous inviter à prendre un dossier encore, n'importe quoi, tout y est un petit peu comme ça, on ne va pas dire que j'ai... Mais non. Vous avez tiré les sujets. Dans tous les cas, il faudra tous les prendre. Alors, comment vous avez vu un peu l'action de la société civile à Maurice sur tous les dossiers?
Il y en C'est-à-dire, a un qui va passionner ma région, c'est le fameux Petroleum Hub, la Boche flottante à Lyon. Vous êtes un peu écolo. Comment vous voyez un peu comment. Peut-être pas baise. Comment la société civile annonce, les fameuses ONG. Alors, d'abord, ça traduit peut-être une certaine démission de la part des partis politiques. C'est pour ça que la société civile doit prendre le relais. Il y a des dossiers qui n'intéressent personne, les atteintes à l'environnement, les partis politiques n'en parlent pas, les autres, bien entendu, nous en parlons bien régulièrement. Et puis, c'est aux associations de prendre le relais. Ils essaient de se faire entendre. Des fois, c'est eux qui doivent aller jusqu'à porter l'affaire devant le juge. Heureusement, bien entendu, il faut saluer leurs actions. Mais ça aurait été nettement mieux, je pense, si ces associations avaient un soutien. Alors, pas de la politique partisane, parce qu'à Maurice, malheureusement, il n'y a que ça que les autres font, mais s'engager pour des causes. Un parti doit pouvoir s'engager dans une cause, pas seulement faire de la politique, etc. C'est manquant. Alors, bien sûr, il faut les saluer, il y a beaucoup de problèmes, hein, notamment en ce qui concerne l'environnement. Les plages. notamment. Hein, les plages qui se rétrécissent, pas seulement les plages, les terres à l'intérieur aussi, dans la zone économique exclusive aussi. Hein, les Mauriciens perdent un peu eux-mêmes certains territoires, malheureusement, qui sont de plus en plus. Est-ce que j'ai l'impression que les ONG sont un peu séparés, chacun est en train de regarder son bout de terre, on dit, son bout de terrain, son territoire? C'est possible. Chacun s'engage à sa manière, mais à eux de faire preuve d'une certaine intelligence, de pouvoir s'entendre, parce que lorsqu'on s'engage dans une cause, on regarde que la cause. La cause prime les intérêts éventuellement personnels, et si vraiment on s'engage pour une cause, il n'y a pas d'intérêt personnel en soi qui devait intervenir, évidemment. Vous étiez engagé sur la Cambus, alors il y a le jugement qui est tombé, sans vouloir rentrer un peu dans le truc judiciaire. Alors comment est-ce que vous sentez? Peut-être je devrais corriger pour dire que c'est Alexandre qui a mis ce sujet sur le tapis. Après, ça a été repris par les autres. Il y a un jugement. Il faut être d'accord, pas besoin de... Non, mais simplement pour rétablir le rôle joué par Alexandre là-dessus. Écoutez, je ne suis pas du tout déçu ni inquiété par ce jugement. Je vais vous dire, l'affaire de la Cambuse, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a deux mouvements. Vous avez donc Arrête Cocagne la place, ça va de soi, qui a ensuite étalé son combat sur la sauvegarde des autres plages, ce qui est très louable. C'est un très beau combat, c'est beaucoup de travail pour ses membres. Et pour ça, il faut la féliciter, il faut dire les choses comme elles sont. Le travail est très très bien fait, et c'est du bénévolat. Il ne faut pas l'oublier que c'est du bénévolat. Et franchement, moi je tire mon chapeau. Et ensuite, nous avons une autre ONG, bien sûr. Enfin, c'est même pas une ONG, en fait. C'est un peu le mouvement de Georges Ryan, donc, qui a aussi logé une affaire en cours. Maintenant, si vous voulez, est-ce que je suis étonné que Georges Ryan n'ait pas remporté son affaire? Je vous dirais non. Pour la simple et bonne raison que quand vous lisez le jugement qui a été rendu par la Cour, et donc les moyens qui ont été apportés par les hommes de loi de Georges Ryan, il n'y a pas de fondement solide. Il y a des faits sans fondement. Et ça, c'est très très grave. C'est la différence que vous rencontrerez avec l'affaire qui a été logée devant l'ILAT par KNL, où là, il y a eu un travail très 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 approfondi, qui ont fait intervenir des scientifiques, qui ont fait intervenir des spécialistes, qui nous ont poussé à solliciter Ramsar. Il semblerait, enfin selon la décision qui vient d'être rendue, qu'il y a eu un clearance de Ramsar. Peut-être qu'il y a eu un clearance de Ramsar à Maurice. J'ai envie de vous dire que c'est sans l'approbation de Ramsar à l'étranger. Justement, pour faire rouler ces ONG, on appelle ça le CSR, quand le ministre des Finances vous dit que le fameux Mauritius CSR Fund n'est pas encore prêt, il faut attendre l'année prochaine. La question, mais où est-ce que les ONG vont tirer de l'argent ou pas baisse de prix? Enfin, il y a une distinction à faire entre ceux qui s'engagent pour des causes, dans l'intérêt de la nation. Aussi, oui. Non, la distinction que... Et ceux qui s'engagent dans des activités religieuses et politiques sur les bords.
Caritatif aussi, il y a des ONG non, comme SOS Village, pour ne pas nommer, qui s'occupent des enfants, il y a Chrysalide qui Oui, s'occupe il y a vraiment- pour des causes. Je parle de ces ONG, je parle Oui, pas oui, des non, mais- religieux, non, mais- culturels, tout ça. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Les autres sont bien subventionnés par l'État. Ils reçoivent bien les fonds parce qu'il y a un retour politique derrière. Malheureusement, ceux qui s'engagent pour la cause, dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la patrie, ne sont pas aidés par l'État. Hein. C'est de la même chose en matière culturelle lorsqu'il y a des associations culturelles qui essaient de promouvoir la culture mauricienne, la vraie culture mauricienne. Voilà, l'État se désengage complètement. Et il les laisse comme ça, chacun. Heureusement, il y a encore des patriotes dans ce pays, des gens qui vont s'engager sans retour financier, sans gain personnel, heureusement. Mais peut-être c'est pas suffisant, il n'y en a pas assez dans ce Quand on pays. regarde un peu, ce fonds-là touche presque 1 milliard d'euros, puis on peut faire de belles choses. Là. Oui, bien entendu, bien entendu. Quand on regarde un organisateur de jeu, toutes les semaines, il dit il y a tant et tant de millions à la GRA, au Consolidated Fund. Il y a des choses qui font, il y a des projets qui peuvent démarrer. Oui, mais c'est canalisé pour un retour politique. C'est ça le jeu politicien. Et Le ensuite, jeu de l'argent et le jeu politicien, c'est Ouais. ça qu'on dit la province du Free. Bah, Oui, il y a soyons pas de l'argent, naïfs. Soyons pas il y a de naïfs. l'argent, il y a des politiques. Ils cherchent tous un retour politique, électoral surtout. Électoral. Lorsqu'ils vont subventionner une association, c'est pour avoir un retour derrière. Soyons pas naïfs. C'est ça le jeu malsain qui est joué dans ce pays depuis maintenant quelques décennies. Oui. Tu voulais intervenir, Oui, tout à fait. Alexandre? comment peut-on mieux gérer les fonds si nous continuons à employer des personnes qui n'ont pas la compétence de le faire, qui n'ont pas la compétence. C'est-à-dire que nous avons, admettons, le ministre des Sports ou le ministre de l'Art et de la Culture. C'est de la politique. C'est de la politique, ok? Nous avons des fonds pour la culture et pour moi, les musées sont à l'agonie et je me demande comment est-ce que ces personnes auraient les compétences, sachant qu'elles n'ont aucun intérêt. Ce sont des nominés politiques. On a besoin de candidats, on vous met là. Donc, elles n'ont aucun intérêt pour la culture, aucun intérêt pour le sport. D'ailleurs, je ne vais pas nommer des ministres du sport, mais allez voir, ils n'ont certainement pas d'intérêt pour le sport. Et ce sont des personnes qui ne vont pas pouvoir leader une équipe. Parce que comment est-ce que l'équipe qui sera sous cette personne pourra suivre une politique générale dans un domaine si la personne du haut n'est pas plus intéressée que ça? Elle va dire, bon écoutez, il faut qu'on ait des résultats, on nous demande de faire X, Y. Les Mauriciens sont très très bons en sport. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, les années 70, on avait de très très bonnes équipes de foot, de très bons athlètes qui se regroupaient notamment dans les écoles comme le Saint-Esprit, le Saint-Joseph. Il y avait des intercollèges qui stimulaient cet esprit d'équipe, cet esprit de compétition. Qui ont fait des grands champions, Buckland. Qui ont fait de très grands champions. Oui. Et le problème à Maurice aujourd'hui, et c'est la même chose en politique, c'est qu'il y a des espèces de culte de la personnalité. Le politicien ne vient pas dire au peuple, peu importe votre formation, aujourd'hui vous êtes capable d'être quelqu'un dans ce pays. Parce que tout le monde est capable d'être quelqu'un. Regardez notamment les nouvelles équipes de foot qui sont créées un petit peu dans les villages, etc. Vous ne verrez jamais la personne avoir son nom sur son maillot. Ce sera toujours Ronaldo. Ce sera toujours... bon, Beckham, c'est à mon époque, donc je dis Beckham. Vous avez toujours Mais- été chez Beckham alors? Bien sûr, mais plus Cantona. J'ai un Plus peu Cantona, abandonné oui. Manchester quand Cantona est parti, parce que ça me fait chier que Beckham prenne le numéro 7. Mais C'est tendance, ça. hein? C'est tendance aux États-Unis. On ne va pas voir un joueur américain, on va voir plus Beckham, donc Thierry Henry, Peut-être. ou bien des stars de la Peut-être. NBA, Peut-être, mais Jordan et autres. mais la différence c'est qu'aux Pas États-Unis... Thierry Henry, Peut-être. hein, Et c'est puis, une il autre avait dans référence chez l'usine. nous. Hein. Non, ici, ok, ça va, merci. Peut-être, mais la différence c'est qu'aux États-Unis, les jeunes savent que s'ils travaillent dur, ils peuvent Il y a le arriver sport dans le social. sport. Ils savent qu'ils n'ont pas les études et ils font ce qu'on appelle du sport-études. Ils peuvent intégrer une université parce qu'ils sont des bons athlètes et obtenir la licence qui Et permettra... terminé dans la NBA, la NHL. Ou Tout à fait. autre. Ils ont quelque chose. À Maurice, on n'a pas créé cette chose qui permet de dire, ben, tu vas devenir un athlète olympique.
Stéphane Butlen, et bravo à ses entraîneurs, et même à lui, à tous les efforts qu'il a fait, Eric Milazar, etc., pour ne pas nommer les autres, parce que les autres sont tout aussi bons, n'ont pas pu aller plus loin. Pourquoi? Parce que je pense que nos entraîneurs sont bons, mais Il y a le fameux problème de l'emploi. nous avons un plafond de niveau que nous ne pouvons pas atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris sur le terrain. Et il y a des choses qu'on peut apprendre sur le terrain, et c'est pareil en politique. Si vous allez mettre un politicien qui a appris que de son vécu, c'est foutu aujourd'hui. Allez, là. Et dernière partie de ce papier, est-ce que la situation socio-économique a évolué en 2016 sur l'Anvers? Non, en panne. En panne. On parle socio et économie, on ne parle pas économie, socio-économie. Donc il y a l'aide aux parents, 9250 et quelques pour les familles qui sont un peu dans la difficulté. C'est des gadgets. C'est souvent des gadgets. Bien sûr. Voilà, mais ça ne règle pas le problème. Mais surtout, il y a pas une politique d'ensemble, globale. Oui. Voilà, pour l'insertion des familles. On fait des gadgets, un peu comme le ministre, la bonne ou mauvaise gouvernance plutôt, l'a fait, soi-disant de son salaire, de son traitement. Voilà. Il n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été nommé ministre pour prendre de sa poche. Il a été nommé pour diriger une politique. Alors, il faut combattre la pauvreté, mais en même temps, il n'appartient pas à l'État de faire de la charité. Parce que faire de la charité, c'est ce que l'État semble faire, c'est permettre à la pauvreté de perdurer, d'exister. Il faut une autre politique sociale, c'est autre chose. Quand le ministre dit, là on est dans la période de pré-rentrée scolaire, il ne va plus donner de sacs, de chaussures, il va donner 2500 roupies, 1500 roupies pour les écoliers, 2000 roupies pour ceux qui vont à l'école. Là, je vois les ONG qui ont commencé à sortir à tête, dire, vous savez, cet argent, ça va pas servir pour l'école. Ça, le problème va être encore pire cette année. Est-ce que c'est la bonne solution selon vous? Je pense qu'il y a que les ONG ont raison dessus. C'est-à-dire que quand vous donnez à une famille qui a peut-être pour le foyer 9000 roupies, 2500 roupies, ce qui représente à peu près un quart de ses revenus, je ne pense pas qu'elle mettrait ça dans l'éducation. Pourquoi? C'est pas qu'elle n'a pas envie que son enfant réussisse, c'est qu'elle n'a pas été éduquée à dire à son enfant, tu peux réussir. Elle a été éduquée à dire à son enfant, écoute, en tout cas, nous sommes pauvres, nous sommes opprimés, donc fais de ton mieux avec ce que tu as. Et donc je ne pense pas que ces 2500 irait. C'est pour ça que comme Parvez disait, de donner de l'argent, donner des pensions, etc., ne résoudra jamais le problème de la pauvreté. Ce qui résoudra le problème de la pauvreté, c'est d'intégrer les pauvres à toutes les autres classes sociales en montrant qu'elles appartiennent à un seul peuple, qu'elles ont leur place, qu'elles sont importantes. Et un message peut-être passé très très clairement. Vous voyez, disons, Dale Carnegie, vous disiez, Dale Carnegie qui était un homme d'affaires, un grand homme d'affaires américain, et vous disiez que si vous voulez que votre entreprise réussisse, il faut que vous fassiez le plus petit de votre entreprise, vous ressentiez que sans lui, rien n'est possible. Rien n'était impossible dans un sujet, Parvez. Oui, je voudrais juste peut-être rebondir sur les aides scolaires. Il y a peut-être une solution intermédiaire. Au lieu de donner soit une somme d'argent, soit sinon du matériel. Voilà. Au milieu, on peut trouver un système de bons. C'est-à-dire on donne un bon d'achat pour un certain nombre d'objets limités pour effectivement la scolarité de l'enfant. Ça a été essayé, je vais vous le dire, mais ça n'a pas marché. Non, mais il faut que ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les premiers arrivés ont été les premiers servis, ceux qui ont pris un petit peu de temps, et ils n'ont pas pu changer de bon. Non. Ça a été fait. Non, c'est-à-dire on donne un bon, on peut aller dans un supermarché, hypermarché, et acheter un certain nombre limité de choses avec. Par exemple, avec ça, on peut acheter des cahiers, des chaussures pour les enfants. Il faudrait que ce ne soit pas taille adulte, etc. Des choses comme ça. Le bon soit bien spécifié, de manière à ce qu'avec ça, on n'achète que ce qui est nécessaire pour l'éducation de l'enfant. Vous avez que des enfants depuis l'adulte maintenant. Hein? Non, mais par exemple, voilà. Dernier sujet, Parvez, avant qu'on tourne un peu vers l'avenir. Le dernier sujet a été abordé. Donc, touriste, 1,5 million, le rêve de Xavier Duval, avant son départ réalisé. Forcément,
même s'il n'y a pas aucune politique du gouvernement, il y aura encore plus de touristes à Maurice. Pour la raison que j'avais invoquée tout à l'heure, c'est que Maurice est un des rares pays sûrs, tranquilles encore, sur la planète, où les gens aiment bien y aller aujourd'hui. Avant, le touriste européen allait en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Maintenant, on n'y va pas parce que c'est assez dangereux. L'Asie, pareil. L'Orient, c'est encore pire. Voilà. Donc, Maurice, effectivement, dans ce contexte international, trouve, par la force des choses, une situation favorable. Voilà. Indépendamment de toute politique du gouvernement. Maintenant, à nous, face à cette situation, de réaliser un maximum. Mais soit on a les moyens de nous à 2,7, on met 2,8 millions de roupies, 2,8 millions de personnes par an. Quand on ajoute la population mauricienne, on ajoute les 1,5 millions de touristes, il faut produire pour presque 3 millions de personnes. Là. Alexandre connaît le plan d'agriculture, mais il faut agrandir Maurice à 2 Maurice, 3 Maurice. Non, je ne pense pas, non. Je pense qu'il faudrait déjà que nos produits nourrissent d'abord les Mauriciens. Oui, on pourrait continuer l'importation. Je n'ai pas dit d'arrêter l'importation, mais il faudrait commencer à la limiter, cette importation, surtout quand on peut produire des bons produits. Maintenant, le tourisme augmente, oui, mais je pense que ce que le tourisme recherche en Maurice, c'est quand même un dépaysement. Il recherche l'âme du Mauricien, il recherche son sourire. Et je vais revenir d'ailleurs à ce que vous disiez sur les villas, sur les entreprises et les projets de loi, notamment le Non-Citizens Restriction Property Act, etc., qui est modifié, d'attirer beaucoup plus d'étrangers, pourrait porter atteinte au tourisme à Maurice pour une simple raison, c'est que le Mauricien, s'il commence à ne plus se sentir chez lui, commencera à devenir hostile aux étrangers. Et s'il devient hostile aux étrangers, il y aura une montée d'insécurité pour les étrangers. Et il n'y aura plus ce beau sourire naturel, mais ce sera un sourire dissimulé. Et je peux vous assurer que les étrangers ne sont pas plus cons. Ils comprennent très bien quand un sourire est dissimulé ou pas. Maintenant, je pense que si nous faisons venir des étrangers à l'île Maurice, il faut que cela bénéficie d'abord aux petits, pour les permettre, eux, de s'ériger vers une classe moyenne. Mais il faut aussi apprendre aux Mauriciens qu'on ne passe pas de l'extrême pauvreté à la richesse en une vie. On passe de l'extrême pauvreté à une classe moyenne, si les choses sont bien faites et s'ils y parviennent, si la politique est bien faite en tout cas, et ensuite donner la chance à leur enfant d'accéder un peu plus à plus d'éducation, parce qu'ils ont plus de moyens. Et c'est très progressif. Ce qui ne se voit pas à Maurice. À Maurice, vous voyez des jeunes de mon âge qui roulent dans d'énormes voitures. Et un jour, quand je disais à mon frère sur l'autoroute, waouh, tu as vu le gars, il a à peu près mon âge, regarde la bagnole. Et mon frère me répond, Alexandre, si tu es honnête, c'est à 50 ans que tu rouleras dedans. Peut-être à 60. Mais est-ce que votre frère et vous êtes amusés au niveau des loisirs de Maurice? Vous voyez que les loisirs, c'est démocratisé ou bien c'est encore toujours ceux qui en ont qui s'empêchent, ceux qui ne sont pas là, ben, ils restent à la maison? Écoutez, ils vont à la plage à la rigueur? Un truc qui est assez incroyable à l'île Maurice, c'est que les loisirs sont différents en fonction de la communauté à laquelle vous appartenez. Je vois par exemple, et je suis impressionné de voir que nos centres commerciaux sont remplis et sont des loisirs pour certains, alors que les plages sont des loisirs pour d'autres, que la forêt, de plus en plus, la forêt et les montagnes commencent à devenir des loisirs. Maintenant, est-ce que les loisirs sont démocratisés? Non, pas du tout. Je trouve aberrant aujourd'hui qu'une place de cinéma coûte 250 roupies. C'est-à-dire que vous privez une bonne partie de la population de pouvoir améliorer sa culture cinématographique. Parce que le cinéma, c'est aussi de la culture. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités comme ça qui ne sont pas accessibles. Pourquoi? Parce que on a des étrangers qui ont un porte-monnaie, qui sont susceptibles de pouvoir venir jouer à ces activités aussi. Donc, automatiquement, tout près de chez vous va se monte peut-être actuellement là, le fameux studio de cinéma. Ce serait une bonne chose pour l'économie mauricienne. De votre localité, peut-être, vous pensez qu'il y a des caméramans qui ont du travail, des génies de l'informatique qui vont apprendre du 3D pour faire des effets spéciaux dans les prochains films qui vont sortir en 2019-2020? Ce qu'il faudra en fait que ce projet démontre, et là il faudra bien sûr que le secteur public intervienne sur ce point, c'est qu'il faudrait
qu'on fasse les Mauriciens regagner confiance en eux et dire de faire de l'audiovisuel, de devenir un professionnel du cinéma n'est pas réservé aux étrangers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de faire comme tout ce qui se fait un peu à Maurice, c'est-à-dire très amateur. C'est dans l'amateurisme, c'est comme dit souvent par les à l'état embryonnaire. Ah oui, on va vous dire, ah ben tu as un peu de charisme et tout, tu devrais faire le cinéma. Non, le cinéma, c'est le talent, mais c'est aussi une formation très longue, c'est énormément de sacrifices. Et c'est ensuite, à la fin de ces sacrifices, d'être le meilleur. Et c'est le meilleur qu'on prend. Bon, on va parler du meilleur pour l'année prochaine. Alors, on va un peu 2017. Alors, Pour le RCP avant. Hein. Mes vœux pour la nation, le RCP n'a qu'un seul intérêt, c'est la patrie. C'est que les problèmes, les préoccupations des Mauriciennes et des Mauriciens soient réglés, une fois pour toutes. On en a parlé de l'eau, qu'on a de l'eau, ouais. Il pleut dans ce pays, pratiquement tous les jours. Hier, il pleuvait abondamment hier sur les hauts plateaux. Et lorsqu'on nous dit qu'il y a de la sécheresse, c'est faux. Il n'y a pas de sécheresse. Il y a une mauvaise gestion de l'eau, tout simplement. Et face à ça, effectivement, le thème de sécheresse, pour faire croire aux Mauriciens qu'il y a un manque d'eau, mais il n'y en a pas. Voilà. Il faut combattre la criminalité. C'est un des gros problèmes aujourd'hui. Hein. Ouais. Les accidents, les crimes passionnels, etc. Les violences aussi. Aujourd'hui, il y a un couple, il y a une dispute, et puis on tue. Hein. C'est à répétition. Il faut un signal de la part du gouvernement, il faut de l'éducation. L'éducation n'est pas simplement académique, c'est aussi civique, c'est aussi apprendre les valeurs, parce que j'ai l'impression que nous sommes une république en tant qu'institution, je parle à des gens, nous sommes une république sans valeurs. On n'a pas de référence dans le cadre institutionnel aux valeurs. Il faut mettre fin à l'impunité, c'est un des gros problèmes. Les gens ils vous disent c'est le petit qui est puni, pas le grand, pas le grand. Et on le voit, on le sent, on le voit, on ne peut pas le nier. Il faut redémarrer bien sûr l'économie, hein, il faut plus de croissance, plus d'activité économique, plus de développement culturel, et puis que l'État assume un peu ses responsabilités en matière de santé, responsabilités en matière de loisirs, de sport, de culture. Tous les services publics fonctionnent. C'est important, les services publics sont en panne à Maurice, et qu'on arrête avec ces créations. Aujourd'hui, c'est un peu une démission de l'État aussi. On crée des autorités administratives indépendantes à chaque fois, alors qu'il y a un ministère qui devait s'occuper du problème. Mais allez, on va créer un organe, mais c'est une façon aussi détournée pour qu'on puisse placer ces gens, non pas passés par la commission de recrutement au sein de la fonction publique, la fameuse PSC, mais là on va créer une autorité et c'est le ministre qui va nommer les gens dans cette autorité. Donc placer encore ces gens, le copinage, c'est un des gros problèmes auxquels on fait face. C'est ça les gros enjeux, je pense, de Maurice d'aujourd'hui, d'avenir, et que malheureusement, et c'est là que je suis triste, l'actuel gouvernement n'a pas cette volonté, en tout cas. Il affiche peut-être une posture, mais soyons pas naïfs, la posture, c'est pas la conviction, c'est pas la volonté de réellement combattre ces phénomènes. Et puis que les institutions fonctionnent. J'entends par là quoi. La présidence doit être indépendante du gouvernement, le Parlement suffisamment indépendant, pas sous l'autorité du gouvernement. Voilà. Leader of the House. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais bien le préciser. Ça veut dire que c'est le gouvernement, en toute discrétion et de manière arbitraire, qui a la main mise sur le calendrier, l'agenda du Parlement. C'est ça. Et l'exemple, je veux dire, le plus illustratif, c'est ce projet de loi sur la commission, sur des persécutions pour remplacer en réalité le DPP. Donc le gouvernement présente ça en urgence, pratiquement en urgence, et voulait faire voter adopter cette loi constitutionnelle de surcroît en toute urgence. C'est ça. Alors qu'il y a d'autres sujets peut-être qui sont là, beaucoup plus prioritaires. C'est le gouvernement, et en l'occurrence c'est le Premier ministre, qui a la mainmise totale sur le calendrier. Et bien sûr aussi sur les sessions parlementaires. Ça, on l'avait vu beaucoup plus sous l'Ancien Régime, lorsque le Parlement a été constamment renvoyé en vacances. Voilà. C'est une rhétorique, ça, hein, ça va et ça revient. Hein. Oui, que les institutions fonctionnent dans ce pays, c'est un des grands enjeux pour l'avenir de Maurice. On voit un peu. Maintenant, vous êtes à la tête du RCP, vous êtes un peu le big boss à Maurice.
Comment est-ce que vous voyez 2017 pour le RCP? Comment est-ce que je vois? Déjà, Vous parce que savez, là, on entend que tout le monde va aller tout seul. Pour le moment, on ne parle pas de projet d'alliance, mais vous aussi, vous êtes là depuis c'est pas. bon temps. On attend que Vous savez, c'est le terrain. le grand problème des jeunes partis politiques aujourd'hui, que nous constatons, c'est la précipitation. Et la précipitation pousse à quoi? Pousse à avoir des discours populistes, pousse à avoir des discours démagogues. Maintenant, il serait peut-être temps que le citoyen mauricien réalise que ça fait 40 ans qu'il a des discours populistes pour tenter de remporter ses voix et que ça fait 40 ans qu'on est 20 ans en arrière sur d'autres pays. C'est-à-dire 20 ans en arrière, c'est quoi 20 ans en arrière? C'est pas de dire qu'on n'a pas la cigarette électronique, qu'on n'a pas des smart cities, etc. Et d'ailleurs, les smart cities, Ils disparu comme ils sont venus. c'est pas qu'ils ont, ce n'est pas seulement qu'ils ont disparu ou quoi, c'est que le concept de smart city présenté aux Mauriciens n'est pas du tout un concept de smart city d'une part, et que si des pays qui sont 10, 15, 20 ans en avance sur nous, j'ai envie de dire technologiquement, ne possèdent qu'une ou deux villes qui sont encore des modèles, des témoins de Smart City, c'est-à-dire qu'on est encore en train de s'essayer, notamment en France, vous avez la ville de Lyon, Lyon Métropole qui essaye de devenir une Smart City, eux sont encore très loin de là. Et nous sommes encore beaucoup plus loin. Quand vous voyez notre cybercité où nous allons dans le bâtiment principal, qui a un Wi-Fi, si vous le versez au votre téléphone et en fonction d'où vous vous placez. Donc, nous n'avons rien de cyber à l'île Maurice. Et pourtant, je pense que nous avons énormément de jeunes qui sont très intéressés par l'informatique. Et il n'aurait pas fallu prendre ces jeunes à les mettre à l'université de Maurice. Il aurait fallu prendre ces jeunes talentueux et leur dire, écoutez, nous sponsorisons votre formation, ou si vous n'avez pas les moyens de survivre là-bas, mais emmenons cette compétence à l'île Maurice, faisons des intervenants venir peaufiner la formation de nos intervenants pour pouvoir mieux vous accompagner dans C'est votre le plan projet. politique un peu. Alors on parle un peu passation de pouvoir. Vous avez évité le sujet. Alors quel est un peu, vous pensez que après le 12 mars 2017, enfin ce sera fait le deal par Vesdoki? Le deal avec Papa Piti? Ah. Je ne veux pas dire le nom, mais vous m'avez forcé. Pas que d'un côté, de tous les côtés. Ça m'a fait beaucoup sourire lorsque j'ai entendu les Duval critiquer les dynasties. Franchement, c'est vraiment ne pas avoir de crédibilité, zéro crédibilité. De même que lorsque j'entends Navin Ramgoolam parler de son éventuel futur gouvernement où il n'y aura pas de limousine. Les repas ne sont pas gratuits. J'étais là dans voilà, hein, c'est vraiment zéro crédibilité. Ou Béranger qui dit encore que il ira seul. Il ira seul. Hein, je vois le PMSD aussi qui dans le dernier bureau politique. Oui, alors, je pense, soyons pas dupes là-dedans, Anirudh Jagannath n'a qu'un seul objectif en tête, c'est de laisser le pouvoir à son fils et le plus rapidement possible. Malheureusement, heureusement pour nous, mais malheureusement pour lui, il fait face à certains obstacles. Hein. L'affaire de Medpoint n'est pas finie et je pense que la commission des prosecutions, c'était pour mettre fin à cette affaire. Je pense que cette commission aurait eu à prendre la décision de dire qu'on arrête, on ne va pas au conseil privé de la reine. C'était ça l'objectif. C'est pour ça que cette commission a ce pouvoir d'intervenir sur les affaires en cours depuis moins de 3 ans. Donc si ce n'est pas Medpoint, je ne vois pas qui est visé exactement dans cette affaire. Donc on va peut-être y aller. Maintenant, aux gens de se mobiliser, parce qu'il s'agit réellement, je l'avais dit, le terme a été repris par les autres, c'est une réelle escroquerie électorale, parce que Pravin Gordhan n'a jamais été présenté comme... Vous demandez des élections, Alexandre, si vous demandez des élections, par où? Alors, pas de manière précipitée, hein, nous ne sommes pas Béranger pour réclamer comme ça les élections, il n'y a qu'encore une majorité. Moi, ce que j'attends du gouvernement, ce que nous attendons du gouvernement, parce que c'est l'intérêt du pays avant tout, c'est que ce gouvernement se mette au travail et travaille dans l'intérêt des uns et des autres. Accomplisse, en tout cas, ce qu'il avait promis réellement, mais pas de manière... Mais si demain, le
le leader de la House dissout le Parlement, dit on va aux élections. Vous Oui, êtes bien prêts? entendu, bien entendu. Vous êtes Les prêts? élections, Vous êtes prêts les techniquement élections 60 sont... candidats de la SCP, tout ça, parce que vous avez fait une petite entente dans le numéro 1, numéro 20, avec Sheila Benoît-Harry, l'Union Populaire, un peu. Alors, Vous êtes nous, prêts à ça? nous avons une ligne de conduite, ce que les autres partis n'ont pas. D'accord. C'est ça qui fait la différence, je pense, un point fondamental de la différence entre le SRP et les autres. Donc, on ne va pas s'allier rien que pour des raisons électoralistes, des raisons pouvoiristes. On verra le moment venu. La question ne se pose pas, en tout cas pour l'instant. On n'est pas en campagne électorale, on est en période de Tout le monde se consolidation. prépare là. Oui, non, mais eux, parce qu'ils n'ont que ça comme moyen pour mobiliser. Pourquoi vous pensez que Béranger, depuis quoi, 72, 73, je dis les élections arrivent, les élections sont à la porte, les élections sont pour l'année prochaine. C'est le seul moyen qu'il a pour mobiliser ses troupes. Il ne peut pas mobiliser autrement que par... Vous aussi de faire pareil. Non, Vous allez voter, non. il faut les Nous, on va mobiliser. mobiliser les gens sur les enjeux, sur les idées. Vous passez 14 jours, 15 jours avec une campagne électorale qui sera sans doute très très courte. Vous aurez l'occasion de faire... Mais ce n'est pas ce qu'on vise. Et c'est là notre différence. Parce que c'est ce que visent tous les partis. Les partis visent la précipitation. Et en votant pour la précipitation, vous avez le même résultat qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, depuis 40 ans. Le problème, c'est qu'on vote. Ben, si c'est pas lui, ce sera l'autre. Si c'est pas lui, ce sera l'autre. Et si demain, on doit voter pour une nouvelle alternative, enfin, moi j'observe. J'observe ce qui se dit, j'observe les discours. Non seulement j'observe en tant qu'observateur, mais j'observe aussi pour avoir étudié les discours politiques pendant 7 ans. Ce qui me permet de constater que ces discours sont complètement démagogues, sont orientés de façon à avoir des voix, mais d'ailleurs, quel est le réel programme? Moi, je pense que si on veut vraiment montrer la valeur de nos partis aujourd'hui, emmenez-nous sur une salle. Faites-nous débattre de tous les sujets pour redresser le pays de façon technique. De façon technique. Nous avons l'intention de monter une émission, on va débattre un petit peu, vous serez pas invités avec joie. Et pas simplement dire, oui, nous avons sauvé l'environnement, nous avons fait ça, oui. Mais là, ce sont des idées qui, pour moi, sont arrêtées à un stade. Nous avons sauvé l'environnement, par exemple, faire arrêter la construction des hôtels ou faire tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour autant, vous avez 1 500 000 personnes à faire vivre. Quelle est l'alternative? On va vous donner des alternatives. Est-ce que ces alternatives sont crédibles? Est-ce qu'elles sont faisables? Et l'avantage du RCP, c'est que nous ne parlons peut-être pas beaucoup, nous ne sommes pas encore énormément dans la communication. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de faire un travail de fond, de faire un vrai programme. Mais ce n'est pas un programme en venant dire, écoutez, je lis les journaux tous les jours comme tout le monde. Et c'est une erreur pour les Mauriciens de penser que le fait d'avoir été à distance faisait qu'on était moins Mauriciens, qu'on était moins informés, parce que ces personnes qui nous disent ça, la seule source d'information sont les journaux. Mais nous, nos sources d'information, ce sont les journaux, mais ce sont aussi les textes de loi, parce qu'on les maîtrise. Et qu'est-ce qui dirige un pays? Ce sont ces textes de loi. On les comprend. On comprend l'évolution politique, parce que c'est notre formation aussi. Et donc, nous avons choisi, oui, de faire un travail de fond, et comme ça, l'équipe arrive demain, on a des promesses, et ils vont nous dire, oui, mais l'autre promet ça. On va dire, oui, mais nous, ce que nous vous promettons, c'est après analyse, ce que nous avons constaté qui était faisable. Nous avons fait une étude de faisabilité, nous avons un chef de cabinet qui fonctionne et qui intervient dans chaque domaine. Chacun est prêt, chacun a son dossier. Il n'y a pas de main parvaise qui est mis aux finances, qui, aux finances, tu n'es pas trop populaire, je vais te mettre à l'environnement. Pas du tout. Vous avez une personne qui est chargée des dossiers d'environnement et qui suit tous les dossiers de l'environnement. Son métier, c'est de connaître l'histoire des dossiers de l'environnement sur les dernières 40 années. C'est de l'étudier, c'est d'étudier les propositions qui sont faites à côté, c'est d'étudier la viabilité pour l'île Maurice, parce qu'on peut proposer les éoliennes et tout, mais franchement, on n'a pas beaucoup d'espace pour les éoliennes. Maintenant, on peut venir sur des... Vous avez un nouveau système qui est un système de flotteurs hydrauliques sur les océans qui fonctionne qu'avec les vagues. Il suffit qu'il y ait un mouvement de flotteurs pour que ça génère de l'énergie. Il y a beaucoup de choses. Et Joël de Roné avait d'ailleurs proposé toutes ces solutions. Et nous avons proposé notamment Joël de Roné, du moment où je vais écrire un mail personnellement, est-ce que vous ne voudriez pas intervenir, pas en tant que conseiller politique, mais pour dire quelle est votre vision, parce que c'est un spécialiste. Et aujourd'hui, nous ne relèverons pas le pays sans spécialiste.
Donc nous sommes le 1er janvier 2017, alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Alors on va commencer. Alors Faut d'abord, pas- ce que j'attends de vous, journalistes, les médias, Vous c'est êtes gentil d'organiser. avec nous. Vous êtes Bien gentil entendu, avec nous. non mais c'est d'organiser. Vous avez parlé d'une initiative de débat, Think Mauritius, etc. Il faut organiser des débats entre les chefs de partis politiques. C'est manquant à Maurice. Il n'y a pas de débat entre les chefs de partis politiques. Donc la MBC, bien sûr, ne va pas le faire. C'est à vous, les journalistes, en toute indépendance, d'organiser. Si les uns et les autres ne veulent pas venir, tant pis. Et il faut le relever. Si vous invitez Paul Béranger et qu'il prend la fuite, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire. Pareil pour Nabil Rambounam ou Jack Nat-Fils ou Duval fils ou petit-fils. Voilà. Il faut cette confrontation des idées. Pas simplement, nous faisons notre part en lançant des idées, nous nous limitons à ce débat d'idées, mais il faut appeler en face les autres aussi à venir confronter les idées, parce que sinon, c'est bien beau de dire Maurice est un pays démocratique, mais il n'y a pas de face-à-face, il n'y a pas de confrontation d'idées. Bien sûr, les radios organisent de temps en temps des émissions sur un thème spécifique, mais entre les subalternes. C'est pas entre les chefs de parti. Vous avez vu, vous avez suivi en France, à tout le monde les premières, il y en a eu aux États-Unis, comment les chefs, les réels chefs s'affrontent. Voilà, c'est nécessaire à la démocratie et c'est, je pense, un des devoirs des journalistes indépendants, en tout cas comme vous, que nous saluons. Merci. Vous souhaitez pour 2017, Alexandre Pougny? Que les choses s'améliorent. Franchement, que les choses s'améliorent. Du moins qu'il y ait plus d'écoute. C'est un problème en fait, et je pense que c'est un problème récurrent dès que vous atteignez la classe, dès que vous arrivez dans la classe politique, c'est qu'il ne faut surtout pas, et surtout jamais oublier d'où vous sortez. Et c'est ça qui va vous permettre d'écouter le peuple et tout. Parce que quand on est au sommet, je pense, du moins pour les ministres, c'est un rôle qui est quand même compliqué, c'est parce qu'on a énormément de responsabilités et on oublie de se déplacer, pas de se déplacer en tant que politicien, mais de se déplacer en tant qu'humain, d'aller voir les problèmes sur le terrain, d'aller voir la réalité de ce peuple. Parce que c'est pas parce qu'on est un patron d'entreprise, c'est pas parce qu'on est un ministre qu'on n'est pas un citoyen mauricien avant tout, qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'est pas humain, qu'on n'a pas un enfant qui est peut-être malade. Quand on rentre le soir, on a un enfant gravement malade, mais ça les autres ne le savent pas. Il faut que taper dessus. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'il faut une réelle coopération. Mais le problème à Maurice, c'est que la coopération n'existe pas. Il y a énormément de messages qui sont lancés par le peuple tous les jours. Par le peuple, par le biais des ONG notamment. Mais il n'y a pas suffisamment d'écoute. Et ça serait bien qu'un parti puisse... Enfin, qu'un parti, non, parce que nous, je pense que c'est une des valeurs que nous défendons, c'est beaucoup l'écoute. Ça ne veut pas dire d'avoir des militants sur le terrain pour emmener nos drapeaux, coller les affiches, etc. Parce que ça, c'est une dégradation de la propriété publique déjà, qui est pénalement sanctionnable. Et je crois que les partis politiques comme Maurice n'ont pas trop l'aide de maîtriser cet aspect légal. Mais c'est d'avoir, oui, des agents, que les députés jouent leur rôle, oui. Rapportez-nous ce que vous remarquez dans votre circonscription. Peut-être modifions la loi, parce que le Mauricien a tendance à croire que le député dispose d'une enveloppe pour sa circonscription. Parce qu'à chaque fois, il se tourne vers qui? Le député. Ah ben oui, on a un problème d'eau, on a un problème de trottoir, etc. Oui, fait quelque chose, c'est inadmissible. Mais les problèmes d'eau, les problèmes de trottoir ne doivent pas se discuter au Parlement. Et ça se discute, ça on doit, va les questions. Ça doit être rapporté au ministre des Infrastructures publiques, qui lui doit se tourner sous, par exemple, la CWA. Il dit, écoutez, voilà, nous avons un problème d'eau. Vous êtes responsable de CWA, monsieur. Je veux, dans une semaine, un dossier complet sur mon bureau. Pourquoi? Comment l'améliorer? Combien de temps ça prendra? Et quelles sont les diverses alternatives entre-temps pour qu'il n'y ait plus ce problème? Si vous ne répondez pas à votre mission, si vous faillissez donc à votre mission, vous êtes licencié. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez la responsabilité d'un organisme, et si vous ne savez pas tenir votre organisme, ne restez pas. Alexandre Pougny, par Facebook. Merci beaucoup. Merci. C'est peut-être la plus longue interview que j'ai faite, 1 heure passée 30 minutes. Je me permets de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2017. Merci à vous de même et à toute la nation, bien entendu. Bien sûr.